Bonjour Yannick Bourquin. Bonjour. Donc, tu es ce qu'on appelle un papa ange, c'est-à-dire le papa d'un enfant qui est décédé suite, en l'occurrence, à une cardiopathie congénitale. Tout à Et fait. tu vas nous dire qu'est-ce que je fais dans la séquence espoir. Eh bien, parce que tu es un papa ange qui porte un message d'espoir. Donc, on trouvait ça très enrichissant pour tous les gens qui sont confrontés à ce genre de situation, d'entendre ce message de l'espoir qui va tellement au-delà de ce qu'on peut en imaginer tant qu'on n'a pas de difficultés à affronter. Donc, la première question que je voulais te poser, c'était travailler un petit peu sur une image qui, moi, m'est toujours assez chère, celle de la construction. Donc, imaginons que la vie, ce soit une maison. Ta vie s'est effondrée quand tu as perdu ton enfant. Il y a 5 ans, petit Voilà. à petit, tu as reconstruit cette maison. Est-ce que tu pourrais nous citer les piliers sur lesquels tu as pu t'appuyer, maintenant que tu as du recul sur la situation, tu as pu t'appuyer pour reconstruire? Tout à fait. Ben, je pense que le pilier le plus important, c'est une forme de lien invisible, qu'on tisse avec l'enfant qui n'est plus là, avec mon petit Gabriel. C'est-à-dire que le deuil, c'est pas tourner la page, c'est pas l'oubli, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, on va dire que bon voilà, il faut passer à autre chose. Non, c'est pas ça du tout. Le deuil, c'est construire quelque chose, c'est donner une place à quelqu'un qui n'est plus là. Et construire une vie, voilà, c'est en étant papa d'un enfant qui n'est pas physiquement présent. Aujourd'hui, Gabriel, j'en parle. Gabriel, je l'ai avec moi. Rien que là, j'ai son nom sur le pendentif que j'ai autour du cou. J'ai des tatouages qui le symbolisent, un peu partout sur le corps. J'ai une photo de lui dans mon portefeuille. J'ai une photo de lui sur mon fond d'écran de téléphone. Il est là. J'ai pas renié ses mémoires. J'ai construit quelque chose. Je décore sa tombe. J'ai des rituels et en fait, ça a été bien évidemment hyper douloureux à construire. Heu, Au début, aller au cimetière, c'était juste atroce comme expérience, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'en parler avec, je dis souvent que j'en parle non plus avec tristesse, mais avec fierté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, je suis papa de 2 enfants, et je compte Gabriel dans ces 2 enfants. Parce que on peut pas me l'enlever. C'est la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un qui a perdu un enfant, c'est d'oublier cet enfant ou de dire qu'il n'existe pas ou d'oublier de le compter, en fait, quand on parle du nombre d'enfants. Et donc aujourd'hui, si j'arrive à avancer, c'est que, cette expérience, la force qu'il avait, il me l'a transmise, la force dont il s'est battu pendant toute sa courte vie, pendant 1 mois et demi contre la maladie, et il m'a transmis cette forme de force dont je suis extrêmement fier, et c'est très inspirant. C'est au quotidien, je pense à lui, des fois quand c'est un peu difficile, je me dis: «Allez, lui il s'est battu contre bien pire, moi je suis capable d'affronter ça, je suis capable de» voilà, et c'est comme ça que j'arrive à avancer aujourd'hui. Ça, c'est mon 1er pilier. Et j'ai la chance immense d'avoir un 2e pilier qui est ma petite fille Ariane, qui est née, toute fin 2016, quasiment 2 ans après son frère, et qui me porte. Alors c'est c'est une petite fille absolument extraordinaire. J'en parle des fois un peu, avec pudeur, parce que je sais qu'il y a des parents malheureusement qui ont perdu un enfant et qui n'ont pas forcément la possibilité, ou pour qui c'est très compliqué, ou qui ne souhaitent pas avoir d'enfant, et je peux comprendre que c'est compliqué et tout le monde ne peut pas compter sur ce pilier-là. Mais voilà, je dois avouer que moi aujourd'hui, cette petite fille illumine mon quotidien, et ça fait énormément bien d'avoir un petit enfant qui se porte bien, qui est très dynamique, qui quelque part. Alors aujourd'hui, elle a 3 ans et demi, et elle comprend pas encore forcément ce que c'est la mort, tout ça, le deuil, mais quelque part, elle a une façon d'être, toujours en train de rigoler, toujours à essayer de faire des blagues, toujours, comme une façon de dire: «Allez, vas-y, souris à la vie, vas-y, je vais te faire rigoler, je vais t'emmener, je vais, voilà, et elle me fait redécouvrir le monde avec ses yeux d'enfant, et c'est juste une expérience extraordinaire pour moi, et c'est comme une renaissance, et je lui dois énormément. Et après, bah, bien évidemment, il y a ma femme aussi comme pilier, hein, qui m'a énormément aidé à verbaliser toutes les émotions, à traverser le deuil,
à affronter. C'est dur parce que je pense à toutes les personnes qui doivent traverser le deuil seules. Je connais beaucoup de parents qui se sont retrouvés isolés, qui se sont séparés suite au décès de leur enfant, et je comprends à quel point c'est difficile et tragique. Et voilà, j'ai cette chance exceptionnelle d'être accompagné par quelqu'un qui m'aime et qui est extrêmement bienveillante vis-à-vis de moi, et qui c'est pas toujours facile le processus de deuil à 2 parce qu'on est pas au même rythme, mais ça fait du bien de se comprendre et d'avoir cette complicité-là dans cette épreuve. Il y a quelque chose qui nous unit à jamais. Même si on devait se séparer, on serait toujours liés par ce quelque chose, ce petit ange dans le ciel. Et voilà, d'ailleurs, c'est un truc que je me dis souvent. Je me dis: «Ben, aujourd'hui, est-ce que je pourrais vivre au quotidien avec quelqu'un qui n'a pas perdu un enfant?» C'est une question ouverte. C'est-à-dire que là, je sais que ma femme elle me comprend, que si j'ai un coup de mou, si un soir j'ai envie de me fondre en larmes, ou si j'ai besoin de m'isoler, elle le comprendra tout à fait, et dans l'autre sens aussi. Quand elle va me confier des trucs difficiles, elle va me dire: «Ben, c'était difficile parce que, bah, j'étais avec, quelqu'un dont le fils portait le même prénom que nous et qui était vivant». C'est quelque chose de très difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas perdu un enfant, mais nous, on le comprend parce qu'on sait que oui, c'est dur d'entendre ce prénom-là, quoi, de l'entendre, donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc forcément dans ces épreuves-là, bah, les piliers, ça reste la famille, y compris, mon petit ange, même s'il est plus là, quoi. C'est vraiment ce qui constitue le cœur, c'est là où je me sens en sécurité. Il y a bien sûr plein d'autres gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans ces épreuves difficiles, mais là, c'est vraiment mon roc et les fondations de ma nouvelle maison, toute neuve, toute, D'accord. fraîchement construite, repeinte avec la petite déco qui va bien. Alors justement, bah, ça fait une transition parfaite avec l'autre sujet qui me. Alors, nous, on a un enfant, bon, bah, Pubic que tout le monde connaît maintenant sur ce site, qui est très gravement malade, etc., qui n'est pas décédé, mais qui est très malade. Et parfois, on se demande si on a le droit, quelque part, d'être heureux dans ce contexte. C'est-à-dire, il y a nous, mais il y a cet enfant, et donc on se dit, oui, mais attends, là, je suis en train de rire, mais l'enfant, il est malade. Bon, là. Et est-ce que tu as ce genre de. Tu as eu, ou est-ce que tu as encore ce genre de culpabilité vis-à-vis de ton petit Gabriel? Est-ce qu'il t'arrive de te dire, mais attends, il faut que j'arrête de rire, j'ai pas le droit de rire, enfin, voilà. C'est vrai que le rapport à la culpabilité, c'est un sujet qui revient très souvent dans le deuil et dans les épreuves en général, hein, et c'est complexe parce que ça dépend beaucoup des personnes. Pour ma part, alors c'est à 2 niveaux, on va dire. C'est tout d'abord, il y a la culpabilité, on va dire classique, c'est-à-dire, je me repasse la cassette et je me dis: «Est-ce que je lui ai donné assez d'amour? Est-ce que j'aurais pu me faire? Est-ce que, cette nuit-là où je suis rentré chez moi plutôt que de rester à l'hôpital, est-ce que j'aurais pas pu rester un peu plus avec lui pour, voilà, est-ce que j'aurais pu plus le serrer dans mes bras? Est-ce que» voilà, ça, on va dire, c'est la culpabilité de j'aurais dû faire différemment. Hem, il y a une autre forme de culpabilité, que je vis à l'opposé, en fait, de ce que tu décris. C'est vraiment aujourd'hui, mon fils a une vie tellement courte que moi, je culpabilise si je profite pas de la mienne, à 200. C'est vraiment je me suis lancé, j'ai une forme de crise d'hyperactivité après son décès, où je me suis mis à faire énormément de choses différentes, mais vraiment, je me suis mis à faire tout et n'importe quoi. J'ai voulu commencer à apprendre le japonais, j'ai voulu apprendre à dessiner, j'ai voulu écrire un livre, j'ai voulu, faire plein de trucs qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, au point de m'épuiser, de finir, limite en burn-out. Mais c'est une grande motivation parce que, voilà, quand je passe une soirée à glandouiller à rien faire, bon, je me dis: «Allez, qu'est-ce que je pourrais faire?» Enfin, lui, il avait des rêves qu'il a pas pu accomplir. Moi, c'est quoi mes rêves? Et dernièrement, je me suis posé cette question de façon très concrète. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, au quotidien? Est-ce que j'ai une passion cachée que j'aurais aimé accomplir? Et c'est comme ça, c'est avec cette motivation et c'est grâce à mon fils que je me suis lancé dans le one man show. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'avais jamais osé sauter le pas parce que c'est hyper intimidant de se lancer là-dedans. Donc j'ai monté un club de stand-up dans mon entreprise, j'ai écrit des trucs, j'ai essayé de jouer devant mes collègues pour voir, j'essaie de faire une scène ouverte. Bon, c'est pas extraordinaire, mais je suis content d'avoir essayé de le faire et puis je vais peut-être continuer, j'en sais rien, je sais pas de quoi l'avenir est fait,
Mais c'est vraiment un truc, je peux te dire à 100 que c'est grâce à Gabriel que je me suis lancé, donc j'ai eu le courage de me lancer dans ce truc qui me faisait peur depuis des années et qui pourtant me passionnait et voilà quoi, c'est une force, c'est c'est, mmh, c'est une façon différente de voir la vie. La vie est courte et longue à la fois. C'est qu'on plein de trucs extraordinaires, on a le temps de faire plein de trucs à condition de ne pas gaspiller son temps et de c'est pas du tout jugeant, hein, ce que je dis. Il y a peut-être des gens qui ont pas envie de vivre comme ça, toujours en train de faire, 150 trucs. Mais, là aujourd'hui, c'est ce qui me motive à je veux pas arriver au crépuscule de la nuit en me disant: «Ah j'aurais peut-être dû faire ça et j'ai pas pris le temps de le faire». Et donc c'est une sorte de culpabilité, on va dire motivante voilà, qui déclenche en moi des énergies positives et ça c'est cool et je merci Gabriel, merci Gaby pour ça. Et bah, du coup, tu nous as parlé tu as déjà anticipé sur la question précédente, la suivante, puisque j'avais envie de te demander si comment était le Yannick de 2020 par rapport au Yannick de 2014, on va dire, hein, avant que tout ça n'arrive. Donc, est-ce que tu as changé? Cette expérience en fait, ça a été l'occasion d'avoir pour moi comme un regain d'humanité, on va dire, heu, pour parler très franchement, avant de vivre tout ça, heu, j'étais un peu un connard heureux quoi. C'était, bon, bah, j'avais du pognon, on avait le job de rêve, on allait s'acheter notre premier appart, les amis, la famille, tout ça, enfin tout allait bien quoi. Il y avait rien de voilà et puis toutes les difficultés de la vie, bah, on les passe sous le paillasson, c'est pour les autres, voilà quoi. J'étais pas quelqu'un de spécialement, empathique ou j'étais pas méchant avec les gens, mais j'étais un peu indifférent à la souffrance d'autrui et heu et je regarde mon moi d'avant avec beaucoup de sévérité parce que, aujourd'hui j'ai rencontré, surtout à l'hôpital, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui m'ont accompagné, qui ont été d'une gentillesse et d'une douceur incroyable face aux épreuves et qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour nous, et pour Gabriel, c'était incroyable. Je me souviens de la sage-femme qui nous a accueillis en larmes à l'hôpital, parce que voilà, c'était la première professionnelle qu'on voyait après le diagnostic et on est perdu, on ne savait pas quoi faire et elle nous a parlé avec beaucoup de douceur pour nous accompagner sur le chemin de la maladie et c'est une personne que j'oublierai jamais et qui est devenue une inspiration, quoi. J'ai envie de lui ressembler, et j'ai acquis, cette empathie, cette sensibilité. Maintenant, quand je vois quelqu'un souffrir, je dis: «Ah OK, la souffrance maintenant je sais ce que c'est». Avant je savais pas. Enfin, c'est vraiment c'est bête à dire, mais quand tu as jamais eu mal de ta vie, quand tu as jamais eu le cœur arraché par la douleur et par la souffrance, bah, non, tu sais pas quoi. Tu sais pas et c'est comme ça que tu te trouves à avoir des jugements un peu sur les gens: «Ah bah, ouais, faut qu'ils se bougent un peu le cul, faut que voilà, faut qu'ils se dynamisent», tout ça. Bah, non, c'est une erreur. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose je peux plus laisser, passer la souffrance quand j'ai des collègues de travail qui sont pas bien, quand j'ai des amis qui appellent à l'aide, j'essaie de répondre présent, je vais pas toujours faire quelque chose, mais voilà, je suis assez fier d'avoir compris ça, peut-être un peu tardivement dans ma vie, mais au moins je l'ai compris et je peux au moins essayer de rembourser la dette de tous les gens qui m'ont aidé dans les épreuves et d'essayer à mon tour d'aider des gens et voilà. Le pendant négatif de tout ça, c'est que j'ai aussi acquis une énorme colère contre les gens qui n'ont pas forcément la même humanité. Les gens qui ressemblent à moi comme j'étais avant, peut-être un petit peu, mais maintenant je supporte plus, entre celui que je vois à moto sans casque et qui donc respecte pas, la vie, enfin sa propre vie à lui et tout ce qu'elle a de précieux, aux faits divers, les gens qui tuent, les terroristes, tout ça, c'est des choses qui font bouillir une colère en moi qui est très dure à gérer au quotidien et que malheureusement jusqu'à présent aucune technique de relaxation n'a pu soulager. Et donc voilà, c'est qu'aujourd'hui, je suis peut-être quelqu'un de plus humain, plus empathique, plus gentil, mais je deviens de moins en moins tolérant face à la bêtise environnante, face au manque de respect, surtout le manque de respect face à la vie et voilà, puis en période de coronavirus, quand on voit des gens qui prennent pas les précautions sanitaires, je le vis mal. Je suis trop sévère, je sais que je suis trop sévère face aux gens, mais ça me c'est quelque chose, mon fils m'a appris à quel point la vie était précieuse et je peux pas supporter que des gens la gaspillent, quoi. C'est extrêmement compliqué.
Ça Alors marche. Yannick, pour terminer, est-ce que tu peux nous envoyer un message d'espoir? Alors, quand je dis nous, c'est les personnes qui nous écoutent et qui ont perdu un enfant dans les mêmes circonstances que tu as pu vivre toi, ou ceux comme nous qui n'ont pas perdu d'enfant, mais qui ont perdu toute leur vie, dans le sens toute la vie qu'ils avaient projetée. Il faut en faire le deuil, pareil, c'est-à-dire elle ne va pas être du tout comme prévu. Voilà. Comme tu dis, la vie où il y a tout ce qu'il faut, où tout le monde va bien, tout ça, on prend, on écrase, on met à la poubelle. Donne-nous un message d'espoir à tous. Euh, je vais parler très crûment. À peu près un peu moins d'un an après le décès de mon fils, je me rappelle tous ces matins où j'allais au travail avec plus aucune énergie, plus aucune envie de continuer. Et c'est des moments où il y a des pensées très, très tabous qui me venaient à l'esprit quand je regardais les rails du train et que je me disais, bah, finalement, peut-être que si je pose bien ma tête sur les rails, peut-être que je pourrais partir sans souffrir et puis arrêter tout ça, quoi. Et voilà, les pensées suicidaires, c'est des trucs. J'ai 2-3 fois été confronté à des parents aussi qui avaient perdu un enfant ou qui vivaient des épreuves difficiles et qui avaient envie d'en terminer. Et c'est tentant, c'est très tentant et je comprends tout à fait et jamais je jugerai quelqu'un qui a ces pensées-là parce que je sais très bien comment ça surgit, parfois malgré nous. Mais je peux vous dire, putain, je suis vraiment content de pas être passé à l'acte. Parce que franchement, à l'époque, j'étais incapable d'imaginer, toute la puissance qu'il y avait en moi et toute la force que j'allais réussir à sortir pour me reconstruire, pour construire une nouvelle vie. Je dis aujourd'hui, je me définis comme un papa fier et heureux. Alors papa de 2 enfants, dont un qui est un petit peu particulier, qui est au ciel, mais je suis hyper heureux d'être leur père et je suis hyper fier et la vie a tellement de trucs à m'offrir et j'ai du mal à me rappeler ce que c'était de penser qu'il y avait plus rien, quoi, qu'il y avait plus rien à espérer de tout ça et très souvent quand j'ai accompagné des parents, qui traversaient des choses difficiles, j'ai souvent vu ce décalage entre, ce qu'on l'état dans lequel on est et enfin, entre pardon, ce dont on est capable et ce dont on croit qu'on est capable et souvent on s'imagine que quand on va pas bien, c'est pour toujours et en fait, le corps humain et le cerveau humain, c'est des trucs mais incroyables, quoi et franchement, j'ai envie de dire à tous, ne vous sous-estimez pas, vous êtes tous des gens incroyables et très forts et je sais que c'est hyper injuste de devoir acquérir cette force par cette façon-là, par des épreuves terribles parce que franchement, autant de douleur, personne ne mérite ça. Mais franchement, si vous tenez le choc, vous allez devenir des gens incroyables et voilà, moi j'ai les gens les plus incroyables que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens qui en ont chié, qui sont passés par des galères. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire de mes termes, mais il faut des expressions fortes pour montrer ce que c'est parce que voilà quoi, c'est incroyable. Donc tenez le choc, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Mais vraiment, pour les plus scientifiques, il y a des études en psycho qui ont montré qu'on sous-estime toujours comment on va évoluer, de quoi demain sera fait. Voilà. Donc, tenez bon, parlez, rencontrez des gens qui ont vécu les mêmes choses, soutenez-vous les uns les autres. Voilà, n'hésitez pas, écrivez-moi, j'ai toujours ma page Facebook ouverte. Vous pouvez m'envoyer un petit message, je suis toujours là pour répondre, pour essayer de donner un petit peu de ce que je peux à distance aux gens qui souffrent. Mais voilà, vous n'êtes pas seul, il y a plein de gens qui galèrent sur Terre et beaucoup, beaucoup s'en sortent. Et franchement, voilà, la vie peut être très méchante, mais elle peut être aussi extraordinaire. Alors essayons d'aller choper aussi ces petits moments extraordinaires. Voilà. Super, merci. Merci infiniment Yannick, on a la chair de poule en entendant tout ça et Non, on repart plein de force et d'énergie et de confiance en l'avenir, effectivement. Merci ça vient des beaucoup. tripes, quoi. Merci à toi en tout cas. À bientôt.